Salut à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de parler d'immigration et on va essayer d'en parler de façon plus intelligente que sur un plateau de CNews. On se demandera qu'est-ce qui justifie moralement d'être pour ou d'être contre l'immigration. Il ne s'agira donc pas ici de parler de la réalité historique et politique de l'immigration, pas parce que c'est pas important. Au contraire, c'est même essentiel pour pouvoir bien s'exprimer sur le sujet. Mais il y a déjà de très bonnes vidéos qui ont été faites sur le sujet sur YouTube et je vous renvoie particulièrement sur les vidéos du Diable Positif et de Tao Khan sur le sujet de l'immigration. Et il est tout aussi important de s'intéresser aux expériences vécues par les migrants, que ce soit à travers des livres ou des films ou des bandes dessinées. C'est important pour ne pas en parler en étant déconnecté de leur réalité. Je précise aussi que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je ne le sors pas de mon chapeau, je le tire en grande partie de l'article de la Stanford Encyclopedia of Philosophy sur le sujet de l'immigration. Même si bien sûr ça ne va pas m'empêcher de donner mon propre avis sur le sujet, et j'espère aussi que ce sera moins chiant de m'écouter plutôt que de lire un article universitaire. En tout cas, je vais essayer. Dans cette vidéo, je vais analyser l'immigration sous le prisme théorique de la philosophie politique. De nombreuses positions dont je vais parler devraient déjà vous être familiers si vous connaissez un peu le corpus de la philosophie politique contemporaine, mais je vais quand même faire en sorte de rappeler les bases à chaque fois pour les non-initiés. Cette tradition se distingue de la philosophie morale classique en ce sens qu'elle s'intéresse à la justice et non à la vertu. Ces deux termes désignent presque la même chose, mais à deux échelles différentes. La vertu concerne les actions des individus, ce qu'ils doivent faire ou non dans certaines situations particulières, là où la justice concerne la société ou le système politique en général. Comment une société doit être organisée pour pouvoir être dite juste. En ce sens, la philosophie politique contemporaine se retrouve d'être dans la plus pure lignée de la philosophie politique de Platon, qui dans les premiers livres de la République répondait justement à cette question. Mais chez Platon, les théories sur la justice ne concernent que les citoyens de la cité. Et il précise bien que celle-ci doit être éthiquement homogène et qu'il considère les peuples grecs comme supérieurs racialement aux peuples barbares. Des positions plus vraiment défendables aujourd'hui, c'est donc pas chez Platon qu'on trouvera quelle est la façon la plus juste de traiter les immigrants. Alors qu'aujourd'hui, il semblerait injustifiable de borner les limites de la justice aux frontières assez artificielles d'un État. Depuis la publication en 1993 de The Law of Peoples, écrit par le très influent philosophe John Rawls, il y a eu une importante littérature philosophique sur la question de la justice au niveau mondial. Après ce préambule, on peut reformuler la question qu'on va se poser de façon plus précise. Quelle politique sur l'immigration une société doit-elle mener pour qu'on puisse la dire juste? Je vais d'abord vous présenter une réponse intuitive qu'on peut donner à cette question, et je vais appeler ça l'argument naïf. L'argument se présente comme ceci. On cause un tort en refusant l'accueil à des personnes qui fuient leur pays, alors ce qui est le plus juste, c'est de mener une politique ouverte d'immigration. Déjà, on peut noter que l'argument présuppose l'utilitarisme, c'est-à-dire une doctrine extrêmement influente en philosophie morale depuis le XIXe siècle. D'un point de vue utilitariste, ce qui est le plus juste, c'est toujours ce qui maximise le bien-être général. Et en ce sens, il faudrait aussi maximiser le bien-être des immigrés autant que des citoyens. Alors, l'utilitarisme est problématique sur plusieurs points, et comme tout en philosophie, c'est une position qui est discutée et rediscutée, rediscutée, mais intuitivement, j'aurais envie de dire qu'on trouverait peu de raisons de s'y opposer. L'argument que je viens de présenter un petit peu avant semble bien naïf, et je pense que même ceux qui défendent l'immigration auraient envie d'en donner d'autres pour défendre leur point de vue. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais partir de l'argument naïf pour voir quels sont les arguments présentés dans un camp et dans un autre pour défendre ou être contre l'immigration. Et évidemment, il peut aussi y avoir de mauvais arguments pour défendre l'immigration. On peut donner comme exemple ce cher Pierre-Henri Tavoyot sur le micro de France Inter. Parce qu'effectivement, le droit d'asile est un élément indispensable et en plus une création française, donc on peut en être fier. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un dévoiement. Évidemment, évoquer la fierté d'une création française semble totalement hors de propos, mais je veux bien admettre que Tavoyot n'est pas le meilleur défenseur d'une politique migratoire. Le premier argument que je vais décortiquer contre l'immigration, c'est celui de la continuité culturelle. Beaucoup auraient comme préférence de préserver la continuité culturelle de leur pays. Or, l'immigration, selon eux, marque une rupture avec cette continuité culturelle. Il est donc dans leur avantage
de freiner cette immigration. Cet argument est problématique pour l'utilitarisme, puisque souvent, l'utilitarisme définit le bien-être général comme la satisfaction des préférences. Or là, il semble que deux préférences rentrent en confrontation. D'un côté, la préférence des habitants du pays d'accueil de vouloir préserver une continuité culturelle, et de l'autre, la préférence des immigrés de trouver un meilleur endroit pour leur vie. Il y a deux façons de répondre à cet argument de la continuité culturelle. Premièrement, on pourrait être tenté de nier la légitimité d'une telle préférence que celle de la continuité culturelle. Celle-ci serait une mauvaise préférence. Mais le problème, c'est que d'un strict point de vue utilitariste, il est très difficile de définir ce qu'est une mauvaise préférence. Puisque justement, l'utilitarisme définit ce qui est bon ou mauvais par rapport à la satisfaction des préférences. D'ailleurs, l'une des objections classiques qu'on fait à l'utilitarisme, c'est que si 99% des gens avaient la préférence raciste de discriminer les 1% restants, alors ce qui serait le plus juste, c'est de satisfaire ces préférences racistes. Ce qui nous semble pourtant intuitivement inacceptable. Il faudrait alors compléter l'utilitarisme avec des principes non utilitaristes, ce qui n'est pas impossible, mais il y a une autre façon de répondre à l'argument de la continuité culturelle. C'est que même si on admet qu'il est légitime d'avoir la préférence de la continuité culturelle, celle-ci ne dépasse pas en importance la préférence des immigrés qui est existentielle pour eux de trouver un meilleur confort de vie ou un futur plus stable pour leurs enfants. L'une des préférences semble bien plus déterminante pour l'individu que pour l'autre. Je vais maintenant passer à d'autres arguments qui sont plutôt de nature économique ou sociale et que je vais regrouper sous un même terme que je vais appeler les arguments contingents. Contingents dans le sens qu'ils ne dépendent que de la conjecture dans lesquelles ces arguments sont présentés. Par exemple, l'argument très classique dans un sens que l'immigration serait mauvaise pour l'économie, ou dans un autre que l'immigration serait bonne pour elle. Et en ce sens, il n'est pas inintéressant de débattre sur ces questions, mais ce ne sont pas des arguments nécessaires, au sens que ce ne sont pas des arguments moraux. On peut débattre si l'immigration est efficace ou non, mais ça n'implique pas nécessairement si elle est juste ou injuste. Des arguments contingents pour l'immigration peuvent même se retrouver immoraux, comme par exemple cette une assez dégueulasse, il faut le dire, de Libération, qui se réjouit que les immigrés qui viennent font les sales boulots des Européens à notre place. Et dans cette optique, cette une de Libération contredit même l'une des plus célèbres maximes de Kant, qui est qu'il ne faut jamais traiter d'autres êtres humains comme des moyens, mais toujours comme des fins. Un autre argument qu'on peut classer comme contingent, et qui est très influent dans le milieu marxiste ou de la gauche radicale, c'est ce que j'appellerais l'argument du colonialisme. Puisque c'est les pays du Nord qui, par l'impérialisme et la colonisation, ont provoqué la misère et l'instabilité dans les pays du Sud, alors les pays du Nord ont la responsabilité morale d'accueillir ceux qui veulent migrer de leur pays pour trouver une meilleure situation, puisque la situation de leur pays a été provoquée par les pays du Nord. Et de plus, le meilleur confort de vie qu'il se trouve dans les pays du Nord proviennent justement de cette colonisation. Alors, je ne doute pas que certains voudront nier que la colonisation et l'impérialisme sont la cause de la misère des pays du Sud, et je ne vais pas rentrer dans ce débat dans cette vidéo puisque ça demanderait une analyse historique très complexe, mais personnellement, ce n'est pas pour cette raison que je pense que c'est un mauvais argument. À mon avis, le problème, c'est qu'on oublie le contrefactuel. Si on explique qu'il faut faire A car B, il faut toujours se demander si, est-ce qu'il faudrait toujours faire A, même si non B. Si les pays du Nord n'étaient pas la raison de la misère des pays du Sud, alors les pays du Nord n'auraient-ils plus de responsabilité morale vis-à-vis des immigrés? Par exemple, un pays anciennement colonisé qui se serait beaucoup mieux développé qu'un autre pays anciennement colonisé n'aurait-il aucune responsabilité morale envers les immigrés qui essayent de trouver un meilleur confort de vie dans un autre pays? C'est pour cette raison qu'il me semble que l'argument est contingent. Mais en réalité, ça dépend si on défend une thèse forte ou une thèse faible sur le colonialisme. La thèse faible affirmerait que les pays du Nord sont bien responsables de la misère des pays du Sud, mais que ça aurait pu être différemment. Dans ce sens, on peut lui donner l'objection de la contingence. Et une thèse forte serait que les inégalités au niveau mondial entre différents pays dérivent nécessairement de la colonisation et de l'impérialisme. Mais la thèse forte me semble personnellement difficilement défendable, surtout face à la multiplicité des facteurs qui expliquent les inégalités au niveau mondial. Je vais maintenant passer à l'argument le plus fort contre l'immigration, qu'on pourrait appeler l'argument du manque de moyens.
l'État, par l'État-providence, dépensant de l'argent pour subvenir à sa population, et les ressources d'un pays étant limitées, elle ne pourrait pas s'occuper d'un trop grand nombre d'immigrés qui arrivent dans le territoire de ce pays. L'État ne pourrait pas les accueillir sans sacrifier une part inacceptable du bien-être de sa population. Il serait donc juste de s'opposer à l'immigration. Acceptons, si vous le voulez bien, les prémices de l'argument. Est-il valide pour autant? Déjà, en philosophie politique, les libertaristes ou libertarianistes y verraient une bonne raison d'être contre l'État-providence. Le libertarisme défend justement un système sans taxation ni subvention aucune, dans une défense presque absolue de la liberté individuelle. Et dans ce sens, les libertaristes défendent bien sûr un droit total à immigrer, dans un respect du principe de droit de circulation. Ce qui permet de rappeler que les libertaristes sont déontologistes et non utilitaristes. C'est-à-dire qu'ils croient au respect des principes, peu importe les conséquences que cela provoque. Mais en réalité, la défense déontologiste de l'immigration dépend de si l'on interprète le droit de circulation dans un sens restreint ou élargi. Dans son sens restreint, le principe de droit de circulation est respecté tant que l'individu a une possibilité de circuler qui lui permet de vivre une vie digne d'être vécue. Et dans un sens élargi, le principe de droit de circulation est respecté si et seulement si l'individu a un droit de déplacement sur toutes les régions du globe. Mais bon, pour éviter ce débat compliqué, je vais passer outre le déontologisme et donc aussi le libertarisme, qui comporte de nombreux problèmes en philosophie politique et qui est discuté et rediscuté. Et d'un point de vue utilitariste, il n'est pas évident que l'argument du manque de moyens soit vraiment un bon argument. En effet, tant que les bienfaits apportés aux personnes accueillies sont supérieurs aux désavantages que cela provoque pour les habitants du pays d'accueil, d'un point de vue utilitariste, on n'aurait pas de raison, tant que la balance morale est positive, d'être contre une telle politique. Encore une fois, deux préférences semblent s'opposer ici, et il ne semble pas qu'il y ait de raison de pencher plus d'un côté que de l'autre. Ce qui nous amène à parler de l'argument le plus fort en défense de l'immigration, l'argument égalitariste cosmopolite. L'argument se présente comme ceci. Il n'y a aucun mérite à naître dans certaines régions du monde plutôt qu'une autre. Je n'ai aucun mérite, moi personnellement, à être né en France par exemple, j'aurais bien pu naître ailleurs. Deuxièmement, il y a d'immenses inégalités de conditions de vie entre les différentes régions du globe. Donc, en conclusion, il n'y a aucune raison valable pour que les habitants des pays riches et développés gardent seulement pour eux l'environnement avantageux où ils sont nés, en interdisant d'y accéder ceux qui seraient nés dans des environnements moins avantageux. Le politologue Joseph Cowens compare très justement cette situation au cas du système féodal, où la naissance impliquait d'importantes inégalités entre les individus. Il semble bien que notre monde, et ses immenses inégalités en fonction du lieu de naissance, soient comparables à un immense système féodal. Il serait donc injuste d'interdire à des personnes de quitter le territoire où ils vivent pour essayer de trouver une meilleure vie ailleurs. Et si vous êtes malin, vous voyez que l'argument égalitariste cosmopolite ne contredit pas vraiment l'argument naïf que j'ai présenté en début de vidéo. En réalité, c'est plus une reformulation plus solide de l'argument initial. Deux justifications viennent appuyer cet argument. Premièrement, l'égalitarisme de la chance. Selon cette doctrine, les inégalités de confort de vie entre individus ne peuvent reposer que sur les choix conscients de ceux-ci. Et dans cette perspective, refuser l'accueil à des migrants reviendrait à les punir pour une situation qu'ils n'ont pas choisie consciemment. Ce serait donc fondamentalement injuste. Une deuxième justification qui vient appuyer l'argument, c'est l'expérience de pensée du voile d'ignorance, présentée par John Rawls, encore lui, dans son best-seller A Theory of Justice. Selon cette expérience de pensée, le monde devrait être juste si un individu qui n'a aucune idée de la place qu'il va occuper dans la société accepte pour autant de naître dans celle-ci. Et si l'on suit ce raisonnement, le meilleur choix à faire est de choisir un monde avec une politique tolérante sur l'immigration, puisque on ne sait jamais, on peut toujours naître dans un pays très pauvre, et il serait donc désavantageux pour nous de ne pas pouvoir le quitter pour vivre dans un pays avec un meilleur confort de vie. Mais il semble que l'argument égalitariste cosmopolite
n'aboutissent pas nécessairement à la défense de l'ouverture des frontières. On peut aussi en déduire que les pays riches se doivent de redistribuer massivement leurs richesses envers les pays plus pauvres. Il faudrait même sacrifier une bonne partie de son économie si les pays riches voulaient que la naissance ne soit plus un facteur dans les inégalités entre confort de vie. Et de cette manière, on supprimerait aussi les raisons de pourquoi les gens migrent de leur pays. Alors l'argument du manque de moyens ne poserait donc plus vraiment de problème. J'aimerais vous faire remarquer que les conclusions auxquelles on arrive sont très proches de la doctrine morale chrétienne. Par exemple, le pape s'exprime assez régulièrement sur le fait qu'il faut accueillir les immigrés, et la charité chrétienne est même plus morale dans un certain sens que la redistribution seulement au niveau de l'État, puisque celle-ci s'étend à toute l'humanité au-delà des frontières. Il semble donc que la politique la plus juste à mener est soit d'accueillir le maximum de personnes tant que la balance morale reste positive, soit de redistribuer une grande partie de la richesse des pays dits du Nord envers les pays du Sud. Et je dirais même plus, ce qui devrait vous surprendre, je pense que personne ne peut nier ça. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la politique la plus juste, c'est celle que je viens de présenter maintenant. Et si vous trouvez ça bizarre, c'est que j'ai oublié de préciser une nuance. C'est que ce n'est pas parce qu'une chose est la plus juste moralement à faire qu'on a pour autant l'obligation morale de la faire. Accueillir un maximum de personnes est la politique la plus juste à mener. Et ça, je pense que personne qui est assez de bonne foi ne peut dire le contraire. Mais pour autant, on peut débattre de si on est obligé moralement d'accueillir, en effet, un maximum de personnes. Et en réalité, c'est sur ce point que se trouve le débat. C'est tout le concept des actes surérogatoires. Ce sont des actes qui ont la plus haute valeur morale, mais qui pour autant, ne pas les faire n'est pas immoral. Par exemple, sacrifier de son temps pour faire plaisir à un enfant qui pleure qu'on ne connaît pas dans la rue, c'est un acte surérogatoire. Et dans ce sens, ceux qui sont contre l'immigration peuvent présenter l'argument de l'autonomie nationale. Selon cet argument, il serait en effet honorable qu'un État accepte de sacrifier son économie pour accueillir la misère du monde, mais que pour autant, elle n'en a pas l'obligation morale si ses concitoyens n'y consentent pas. Tout le problème, c'est qu'il est assez difficile de voir qu'est-ce qui est intuitif dans ce genre de situation. Par exemple, on considérerait que dépenser une part non négligeable de nos revenus pour venir en aide avec des œuvres caritatives à des enfants qui meurent de la famine dans un pays loin dans le monde, ce serait très honorable moralement, mais que pour autant, l'on ne blâmerait pas quelqu'un qui ne ferait pas ça. Et pourtant, imaginez qu'un homme, dans un costume 3 pièces qui lui a coûté environ 1 000 €, se balade tranquillement, et là tombe nez à nez face à un enfant qui est en train de se noyer dans un étang. Il pourrait très facilement le sauver, puisque l'enfant pèse très peu lourd, en nageant un petit peu dans l'étang, mais problème, cela ruinerait totalement son costume 3 pièces. Il décide donc de continuer sa balade et de laisser mourir l'enfant se noyer dans l'étang. Ici, on trouverait l'attitude de l'homme parfaitement immorale. Mais sommes-nous vraiment sûrs qu'il agit véritablement différemment que quelqu'un qui accepte de payer 1 000 € pour un costume 3 pièces plutôt que de dépenser cet argent dans des œuvres caritatives qui iraient certainement sauver un enfant au moins dans un autre pays? Cette expérience de pensée de l'enfant qui se noie a été présentée dans le célèbre article Famine, Influence and Morality, écrit en 1971 par le très reconnu philosophe Peter Singer. Ce qu'il défend dans son texte, c'est que les individus aisés ont l'obligation morale de dépenser une part non négligeable de leurs revenus dans des œuvres caritatives tant que ceci n'affecte pas considérablement leur confort de vie. Et l'on peut réutiliser cette réflexion dans le cas de l'immigration. Les pays riches auraient le devoir moral d'accueillir des immigrés en sacrifiant une partie de leur économie, tant que cet accueil n'affecte pas considérablement le confort de vie de ce pays. Le problème qu'il s'agit de résoudre maintenant, c'est que peut bien vouloir dire considérablement ici? Quel est le seuil qu'il ne faut pas dépasser? Par exemple, est-ce que ne plus pouvoir acheter de Switch 2 affecte considérablement mon confort de vie? Bon, c'est un exemple bête, mais il n'est pas si clair de voir où se situe la limite.
chacun aurait intuitivement envie de mettre son seuil à un niveau différent. Et admettons qu'on se mette d'accord sur le seuil de ce considérablement. Un problème plus empirique, c'est à partir de combien de personnes accueillies l'on atteint effectivement ce seuil de considérablement. Une question qui semble malheureusement plus être de la responsabilité de la philosophie politique seulement. Mais un élément que j'aimerais rajouter en conclusion, et qu'il est très important de se rappeler, c'est que petit à petit, au cours de ce siècle, le 21e, les conditions de vie dans les pays du Sud seront de plus en plus invivables, à cause du réchauffement climatique, qui s'aggrave de jour en jour. Des déplacements massifs d'immigrés climatiques devront de toute façon être prévus. Et le réchauffement climatique va aussi énormément impacter l'économie et la production des pays du Nord, qui devront par là même accueillir aussi tous ceux qui fuient leur pays à cause des conditions devenues invivables. Et là, le devoir moral sera évidemment de ne pas laisser mourir les gens à nos frontières. Il s'agit donc de ne pas faire l'autruche. Nos conditions de vie vont de toute façon être considérablement impactées au cours de ce siècle. On ne pourra pas continuer de vivre avec de telles inégalités mondiales qui se perpétuent au cours du temps. Face à ce futur qui approche, mieux vaut donc y réfléchir en avance, se prévoir à baisser nos exigences de vie, prévoir le mieux comment accueillir des personnes qui de toute façon devront se déplacer. Voilà ce que je trouvais important de préciser à la fin de ce débat. L'utilitarisme, dans sa version universaliste, considère qu'il faut s'intéresser à tous les humains au-delà des frontières, mais celui-ci implique aussi qu'il faut s'intéresser à tous les humains qui existeront dans le futur et avoir une pensée à long terme. Mais bien sûr, la réflexion morale n'est pas suffisante ici, dans ce débat. Il faut aussi s'intéresser aux réalités économiques et politiques de ce sujet. Et n'oubliez pas que c'est surtout un sujet qu'il faut prendre au sérieux. Et j'ai essayé d'en parler le mieux possible, même si je reste jeune et que j'ai bien pu oublier certains détails et que j'ai sûrement dû faire des erreurs dans la façon dont j'ai présenté les choses. Mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour réfléchir sur ce sujet. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long.